pour remercier notre partenaire Deloitte et Gauthier pour cette présentation. Et puis je vais donner la main tout de suite à Gauthier. Merci beaucoup. Alors on attend la minute ou on démarre ? Ça marche ? Ouais, ça marche aussi. Alors, j'ai pas beaucoup de voix, je vais utiliser le micro. Alors bonjour à tous, participez à cette session qui va parler du Connected Planning et de la manière de l'implémenter et des meilleures pratiques. Alors vous verrez, l'ambition de cette session est grande et c'est de réintroduire le concept de Connected Planning. Donc je me présente rapidement pour aller jusqu'au bout de la minute. Donc moi je suis associé chez Deloitte dans un département qu'on appelle Stratégie et Operations, donc qui couvre tous les aspects opérationnels et stratégiques de nos clients, et donc qui inclut les différentes dimensions qui sont traitées par la solution Anaplan. Ça c'est ma première casquette. Ma seconde casquette, c'est d'être le coordinateur de la relation entre Deloitte et Anaplan pour la France. Alors donc, ce qu'on se disait, l'objectif de cette session, ça va être de discuter sur la manière de réussir son projet de Connected Planning. Et pour ça, la première ambition que je vais avoir, ça va être de rappeler ce que c'est que le Connected Planning, par opposition au planning, mais on pourra même reparler du planning en tant que tel. Et ce qu'on observe chez nos clients, c'est que souvent les projets associés au planning sont des projets qui vont avoir peut-être une ambition importante au début, mais finalement dans leur mise en œuvre, une exécution plus limitée, voire même plus étriquée, et qui ne va pas recouvrir complètement la dimension connected du planning. Et c'est dommage, surtout dès lors qu'on s'appuie sur la technologie Anaplan. Alors, pour faire un peu de méthodologie, le planning dans une entreprise, c'est ce qui va permettre de faire le lien entre la valeur, la création de valeur et l'exécution, donc la mise en œuvre des différents moyens, des différentes ressources pour créer cette valeur. Donc vous voyez que sur le slide, on les a vraiment mis de part et d'autre pour bien montrer qu'il y a une partie importante, et cette partie, c'est le planning et on l'espère le Connected Planning. La définition de la valeur, c'est se poser la question de ce qui va être, de la manière dont on va mesurer cette valeur, de la manière dont on va mesurer le succès de l'entreprise. Ça pourrait être de la croissance de chiffre d'affaires, ça pourrait être une part de marché en cible, ça pourrait être le lancement d'une nouvelle activité, ça pourrait être une ambition de rentabilité, qui va être la vision stratégique qu'on va établir en amont de la réflexion de planning, qui devra être alignée avec les enjeux stratégiques de l'entreprise et qui vont être le driver pour l'ensemble du processus de planning. De manière à rendre possible cette création de valeur, on doit se poser la question des modalités opérationnelles de la création. Et c'est là qu'on va faire l'exercice de définir un ou plusieurs modèles qui vont refléter la manière dont on souhaite créer cette valeur. Si je prends un exemple, si l'ambition est de développer le chiffre d'affaires d'un cabinet de conseil, par exemple, on va établir un modèle ou plusieurs modèles, l'un étant par exemple de procéder au travers d'une acquisition. L'autre pourrait être de travailler à une premiumisation pour augmenter nos TJM. Un troisième scénario pourrait s'appuyer sur une augmentation de nos ressources pour augmenter la masse de production. Et donc on va établir des modèles, on doit établir des modèles qui vont avoir des composantes, qui doivent avoir des composantes à la fois financières, mais également opérationnelles. C'est le sens du F et du O qui sont représentés ici, et qui doivent s'auto-alimenter dans une logique, je dirais, optimale. Et ces différents modèles vont faire l'objet d'échanges, de discussions, de débats, notamment pour établir les éléments qui vont les constituer, que vont être les drivers, donc les métriques qui vont piloter l'activité. Si je reprends la métaphore du cabinet de conseil,
Ça pourrait être le nombre de jours prestés, ça pourrait être le TJM, ça pourrait être le taux d'occupation taux d'utilisation des ressources. On va au travers des modèles ancrer également ces modèles dans des référentiels qui seront soit des référentiels historiques qui vont permettre de donner la dimension de l'évolutivité, de la progressivité d'un exercice sur un autre, mais aussi éventuellement externes pour pouvoir comparer des données internes et des données externes. Donc l'exercice du modèle qui est un exercice assez complexe et qui va bien souvent donner lieu à différents scénarios. J'évoquais tout à l'heure les scénarios du cabinet qui décide soit de procéder à une activité, soit à une acquisition, soit de développer une activité, soit recruter. Et donc cette phase de constitution du modèle doit permettre de gérer les différents drivers et de les modéliser, permettre de modéliser différents scénarios lorsqu'ils existent, tout en constituant le support à la réflexion et le support à la discussion. On sait aujourd'hui que dans les entreprises, quand on construit des plans moyen terme, des plans strat, bien souvent on les constitue dans Excel. C'est un exercice complexe et on a du mal à représenter les différentes dimensions qui doivent être celles associées au modèle. Et ça n'est pas toujours le support à la discussion et le support à la réflexion, mais plutôt le résultat d'une discussion qui aura eu lieu en amont. Et c'est aujourd'hui, en l'état des technologies, et notamment Anaplan, c'est dommage de se priver de ce genre de capacité. Donc ces modèles vont être réfléchis, et sur la base de ces modèles, on va établir un certain nombre de targets, de cibles sur certains drivers. Si je reprends l'activité de mon cabinet, on va dire, voilà, pour augmenter le chiffre d'affaires de 20%, on a décidé de procéder à une acquisition et à une premiumisation. Il va donc falloir que telle activité procède à l'acquisition d'un cabinet qui fera 100, 200 personnes, que nos prix passent de temps à temps, etc. Donc on va pouvoir établir des targets qui vont permettre d'alimenter la phase de planification, cette fois-ci spécifique. Donc là, si on transpose dans l'univers de l'entreprise, on va se retrouver au niveau du budget, puisqu'on est sur de la planification court terme, sur un exercice, parfois pluriannuel. Et on rentre dans une phase plus opérationnelle qui vise à répondre à la question comment va-t-on rendre possible l'atteinte de ces objectifs donnés par le même modèle et qui garantissent qu'on crée la valeur telle qu'on le souhaite. Il va falloir que ces objectifs et l'utilisation de ces moyens soient alloués, ventilés sur les différentes dimensions de l'entreprise qui pourront être organisationnelles, des BU ou des catégories de produits, des géographies. Et pour faire émerger la question du qui va faire quoi, à quel moment. Donc là, on est dans la planification fine. Il va falloir être capable de cascader, de consolider sur les différentes dimensions, tout en conservant une cohérence globale sur le modèle. Donc c'est l'équivalent des phases budgétaires que vous connaissez bien. Et on répond à la question de qui va délivrer ma performance, à quel moment. Donc c'est une étape importante du process de planning, puisque c'est là qu'entre en jeu la phase de responsabilisation, et donc en anglais l'accountability, des différents acteurs qu'on va mobiliser sur l'atteinte de certains objectifs. C'est aussi sur cette phase-là qu'on fait émerger un certain nombre de contraintes qui vont venir impacter la capacité qu'a le modèle qu'on avait imaginé à concourir à la création de la valeur. Et donc, par exemple, si on reprend l'exemple de notre cabinet de conseil, on va apprendre que dans certains pays, il y a une pénurie de ressources et donc le plan d'expansion n'est pas réaliste, que sur d'autres pays, le marché est tel que les prix sont fixés, etc. Et donc, dans un modèle de planning idéal, cette planification opérationnelle fine doit avoir des effets sur le modèle de manière rétroactive pour l'enrichir et le rendre plus intelligent dans sa capacité à organiser l'allocation des ressources et des moyens.
Vient ensuite le temps de l'exécution. Et là, donc, les entreprises fabriquent, les entreprises commercialisent des biens et des services, opèrent leurs activités et donc génèrent un grand volume d'informations, un grand volume de données qu'il va falloir être en capacité de collecter et bien souvent de transformer pour les organiser de manière structurée dans les fameux reports que vous connaissez ou dans les dashboards. Pour être en mesure de répondre à la question « Où en sommes-nous maintenant ?» par rapport au plan court terme qui a été établi, qui est lui-même le résultat d'un travail sur le modèle pour garantir l'engagement qu'on a pris auprès de nos actionnaires ou nos dirigeants. On a bien sûr cette phase d'alimentation des différents états réglementaires et notamment statutaires. Et puis pendant le temps de l'exécution vient aussi le moment de la survenance des écarts de la réalité par rapport au plan. Et donc vont être nécessaires un certain nombre d'investigations spécifiques sur des forages sur des aspects pour expliquer la non-réalisation d'un objectif, la non-atteinte, et donc pour soit l'expliquer, essayer de le comprendre, soit dans une logique plus analytique, l'intégrer dans des trends, dans des notions de benchmark ou des analyses de root cause. Donc là, on est dans des environnements plus larges que le simple périmètre de la donnée. Voire même se dire des événements surviennent au cours de mon exercice qu'ils n'avaient pas été anticipés lorsqu'on l'a établi. Et donc, quels vont être les impacts à envisager ? Dois-je réallouer mes ressources pour garantir la réussite de l'engagement ? Pour bien sûr toujours reboucler avec la notion de création de valeur. Et donc, on a ici une vision, je dirais, ambitieuse du processus de pilotage. Dans les entreprises que vous connaissez, ces différents moments existent. Les entreprises établissent un plan stratégique, définissent des objectifs, les déclinent sur des PMT qui vont souvent être dans des Excel, qui vont être le résultat d'un travail, qui vont être relativement figés et qui ne vont pas toujours être le support à cette rédaction, cette réactualisation, cette réinvention des modèles. On sait aujourd'hui que l'environnement des entreprises est tel que les cycles de vie des produits, des activités sont beaucoup plus courts. Il faut avoir une plus grande réactivité. Et donc, on devrait être en mesure d'intégrer, d'évaluer, de comparer des scénarios de manière beaucoup plus facile, beaucoup plus rapide. Aujourd'hui, ce n'est pas encore le cas. Toutes les entreprises, ou presque, font, sous une manière ou une autre, une planification de leurs ressources via un exercice budgétaire, avec toutes les limites qu'on connaît, dans Excel parfois, dans d'autres outils également, avec les difficultés qu'elles connaissent à reventiler les différents éléments du budget sur les dimensions, la difficulté qu'elles ont à réintégrer les différentes contraintes dans le modèle, sans mentionner la difficulté à rapprocher dans des analyses de variantes les éléments du budget des éléments du réalisé qui, eux, sont menés dans des outils plus transactionnels. Les entreprises font régulièrement, quasiment systématiquement, des exercices de reporting, de dashboarding, d'analyse. Certaines font de l'analytics, donc rien ici n'est nouveau. Mais la réalité aujourd'hui des entreprises, et je pense que ça va vous parler, c'est plutôt une réalité de disconnected planning, où ces différents moments se font sur des outils, des périmètres de données, des modèles de données, des dimensions, des hiérarchies qui vont être différentes et qui vont rendre très difficile la capacité à industrialiser ce pilotage. Or, c'est bien l'attente aujourd'hui des dirigeants d'être en capacité d'anticiper, de prévoir, de réviser, de réanalyser la création de valeur au regard de ces modèles et donc la planification qui en découle et donc l'exécution.
Et donc aujourd'hui, ce que permet Anaplan et ce que sous-tend le concept de connected planning, c'est bien de reconnecter ces différents événements du modèle de pilotage sur la plateforme unique, à laquelle va être adossé un environnement de données qui va être partagé, un modèle de données unique qui va y être associé, avec des utilisateurs, mais aussi des règles, des workflows, etc. Et donc, la vision, cette fois-ci, du connected, c'est pour ça que j'insistais tout à l'heure, en disant le planning, oui, mais l'ambition qu'on a ensemble, et notamment au travers d'Anaplan, c'est de recréer du connected planning. Dans une vision même un peu prospective, on peut imaginer que cet environnement connected dépasse les 4 murs de l'entreprise pour intégrer des éléments qui proviennent des fournisseurs, des clients, des canaux, des partenaires, et avoir une vision intégrée. Ça se fait beaucoup sur la supply chain, sur les plannings de vente, etc. Et donc, avoir une vision transverse qui dépasse le cadre strict de l'entreprise. Donc, si j'en reviens, pour conclure, à la question du début, qui était de se dire comment on réussit un projet de connected planning, le premier élément que je voudrais partager avec vous, c'est de ne pas en faire un simple projet de planning, entre guillemets. Ne pas oublier cette dimension connected qu'on a rappelée ici et qui va être l'élément clé qui va vous permettre de porter le projet au bon niveau de l'entreprise et de ne pas en faire un projet technique, de remplacement d'outils, de remplacement d'un Excel et finalement un projet qui aura du mal à trouver son public, qui aura du mal à trouver son sponsorship pour se remettre vraiment au niveau où il doit être. Donc, pour lancer ce genre de projet, avoir une réflexion plus stratégique que tactique, voire même plus stratégique que technologique. Assurez-vous d'avoir la technologie qui vous permet de faire ça, mais ensuite les sujets doivent être des sujets métiers. On le voit ici. Et il ne faut pas avoir peur de parler de la création de la valeur et de la manière dont on alloue les ressources. Ça requiert d'avoir la capacité à se projeter dans une cible, les consultants vont dire holistique, globale, qui couvre les différentes dimensions de l'entreprise, même si, et là c'est important, l'exécution, l'implémentation peut se faire pas à pas, dans des approches plus agiles, plus fragmentées, mais gardez en tête l'ambition qui est celle du connected planning. Pour ce qui est de la manière d'exécuter le projet, bien sûr, les méthodologies que sont les méthodologies développées par Anaplan autour de l'agilité, la rapidité de l'exécution sont importantes parce qu'elles concourent à la capacité qu'on va avoir à être compris des utilisateurs, à les reprojeter, à raccrocher en permanence le pourquoi du projet dans sa dimension plus globale. Et c'est un élément important, l'embarquement des opérationnels quand on veut faire ce genre de projet. Et ensuite, dernier élément qui est propre à cette logique, c'est que, on l'a bien compris, c'est très rare de construire l'ensemble de la cathédrale en une fois, et donc on s'inscrit dans une démarche, je dirais, progressive d'enrichissement de fonctionnalités avant d'avoir vraiment la vision complètement connectée. Et donc c'est important là aussi pour réussir, et je dirais cette fois-ci au-delà du projet, d'intégrer assez rapidement dans les équipes et les équipes internes des compétences qui vont être en capacité de comprendre le modèle, mais aussi de comprendre la technologie sur laquelle on le fait reposer, pour pouvoir s'approprier la démarche et être eux-mêmes acteurs derrière du changement et de la continuation du projet. Donc la mise en place de centres d'excellence ou centres de compétences en interne. Voilà. Voilà, je dirais, les quelques éléments que je souhaitais partager avec vous. Je ne sais pas si je suis dans le timing qui m'avait été assigné, mais s'il y a des questions, en tout cas, je le prendrai avec plaisir.
Merci beaucoup, Gauthier. Merci pour cette explication détaillée du Connected Planning. C'est l'heure des questions. Si vous avez des questions sur le sujet du Connected Planning, on va faire passer un micro. Maxime, ça va aller. Alors, l'idée n'est pas de donner de noms, surtout quand on parle d'erreurs, mais par contre des noms d'entreprises qui s'inscrivent dans cette démarche. Vous en avez ici tout autour dans les différentes sessions, donc on en accompagne un certain nombre d'entre eux. Une des erreurs qu'on peut observer, c'est, je dirais, de prendre le projet par le mauvais bout. Et ça rejoint cette logique qui est se dire je ne sais pas trop comment aborder mon projet, mais néanmoins j'ai un process budgétaire, c'est souvent celui-là, qui est consommateur de ressources, qui n'est pas flexible, qui est dans Excel, qui est tout ce qu'on veut. Et donc, je vais entreprendre quelque chose. Et on observe que souvent, ces projets ont du mal à trouver une accroche en termes de sponsorship, quelqu'un qui réellement porte le projet, parce que les métiers se disent, bon, finalement, qu'est-ce que je vais y gagner ? La finance n'a pas l'accroche. Et on oublie bien souvent la raison, je dirais, le vrai objectif qu'on poursuit en industrialisant un process de planning et surtout en visant à une approche connected. L'importance du connected est à ne pas négliger. Je pense que vraiment, c'est aujourd'hui une erreur que de ne pas se projeter directement dans ce paradigme quand on part sur des projets de planning. Et donc après, des exemples heureux, je dirais qu'on en voit beaucoup. Certains vont démarrer par une partie ou une autre du cycle complet qu'on vient de voir. Mais petit à petit, par effet de capillarité, se disent j'ai la plateforme, j'ai les données, j'ai les utilisateurs, je vais pouvoir l'étendre sur tel périmètre de données, je vais pouvoir aller cette fois-ci vers la planification opérationnelle de mes ventes, je vais pouvoir aller sur la planification de mes ressources, en venant d'un exercice budgétaire, ou à l'inverse, je vais pouvoir aller d'une planification de ressources vers du budget, voire même du PMT ou ce genre de choses. Une question qu'on nous pose souvent, c'est comment démarrer ? On vient de voir, là, vous nous avez fait un cours de consultant sur le Connected Planning, c'est super, etc. Puis après, je rentre chez moi et je me dis, bon, comment j'amorce la pompe ? Chez Deloitte, on a établi une méthode qui est de se dire que ce sont des projets qui doivent dépasser les interlocuteurs qu'on a habituellement uniquement sur des projets technologiques ou des projets finance. Et donc, on procède par session d'éveil, je dirais, où en fait, on fait réfléchir des directeurs d'activité, des directeurs d'entreprise sur l'ensemble des étapes. Et on passe quelques heures avec eux à réfléchir à la création de valeur, la définition du modèle, la manière dont il va supporter la planification des ressources, la manière dont il va être suivi, pour balayer l'ensemble du cycle et dépasser l'exercice un peu théorique que je vous ai fait en 10 minutes, pour vraiment le décliner dans le contexte de la société. Et souvent, c'est un bon exercice d'awareness qui permet d'abord de projeter, de se dire voilà ce qu'il est possible de faire, parce qu'on combine ça avec de la démonstration, de la manipulation, etc. Voilà ce qu'il est possible de faire, et puis voilà où vous en êtes aujourd'hui. Et ensuite, on crash-teste certaines idées en disant est-ce que vous êtes capable aujourd'hui d'avoir rapidement une évaluation de l'impact, telle évolution de taux ou d'un Brexit, encore que le Brexit soit relativement planifiable, mais des choses qui sont... Et puis on s'aperçoit qu'il
il y a souvent une grande frustration par rapport à la capacité qu'ont leurs organisations à leur apporter les réponses qui sont celles qui les concernent finalement. Et donc c'est souvent une bonne manière de démarrer et d'enclencher la réflexion. Ensuite, on choisit, je dirais, la zone la plus brûlante. Et puis, on peut se lancer très vite via des POC, construire rapidement des choses qui vont être concluantes et qui vont permettre ensuite d'aller vers les étapes suivantes. Je dirais, il y a une logique d'amorçage de la pompe qui fait que dès lors qu'on a la vision et que la vision est big, pour reprendre le think big, act small, on peut ensuite enclencher des étapes qui sont modestes. On n'est pas obligé de partir sur des projets cathédrales. Ce qui est certainement une mauvaise manière de lancer des projets. J'avais une question sur le quels sont les conseils que vous donneriez pour faire en sorte que les gens se parlent, que les données se parlent, comment on casse cette façon de faire. Alors, tu as évoqué deux choses. Il y a faire que les gens se parlent et que les données se parlent. Ce sont deux challenges qui sont pas les mêmes. Faire que les données se parlent, c'est travailler sur les modèles de données, sur la structuration de l'information, sur la cohérence des des différentes phases du cycle de gestion. Et après, l'aspect people est important, effectivement, parce que la différence entre le slide disconnected et connected n'est pas grande. Et aujourd'hui, le planning déconnecté est très présent dans les entreprises. Et pour dépasser ce modèle-là, il y a un travail important d'évolution des esprits, déjà intégré dans un cycle que finalement, ça n'est pas un exercice qu'on fait une fois par an ou parfois deux, mais que ça peut être quelque chose sur lequel on revient plus souvent, qu'on crée de la flexibilité. C'est des choses qui sont nouvelles. Et ça nécessite une prise de conscience, je dirais, à différents niveaux dans l'organisation, tant au niveau des contributeurs sur la maille la plus fine, qu'au niveau des décideurs et des gestionnaires. Donc c'est des projets sur lesquels on préconise une approche importante de conduite du changement. Ça a été redit par Andrew ce matin lors de la plénière. Il y a vraiment plusieurs aspects à prendre en compte. Et bien souvent, c'est pas une conduite du changement qui consiste à dire on va faire attention, on va faire quelques formations, etc. Non, c'est repositionner l'outil dans un usage et l'usage dans une finalité. Et ça, il y a des méthodologies autour de tout ça qu'on met en place. Ça passe par plusieurs aspects, les aspects les plus classiques de communication, de training, etc. Mais il y a aussi d'autres manières plus digitales de procéder, mais en tout cas, c'est vraiment une dimension très importante. Et l'ergonomie des outils, et notamment d'Anaplan, et j'ai découvert aussi ce matin qu'elle allait s'améliorer, et ça, je pense que c'est une bonne nouvelle, et un facteur important d'adhésion aussi et d'adoption. Je ne sais pas s'il y a d'autres... C'est la page blanche qui vous angoisse ? Moi, je vous propose de clôturer la session. S'il y a d'autres questions et passer à la prochaine. Merci encore. Ok, merci à vous tous. Bonne journée.